On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une jeune fille de 14 ans du secteur Saint-Luc qui va à l'école à Marcelin-Champagnat. Elle fait partie du programme des vainqueurs des amputés de guerre du Canada. Elle a une malformation à la naissance, donc elle porte une prothèse au bras gauche. Et elle va nous expliquer un peu sa réalité. C'est fort intéressant et parler de la campagne des porte-clés. Mais d'abord, on vous parle d'environnement. Vous savez que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a amorcé un important virage avec, entre autres, le plan de conservation. Il y a maintenant 90 de ces terrains-là qui ont été achetés. Bref, on dresse le bilan à l'instant. Parlons d'environnement, parlons surtout du bilan environnemental de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a un important virage qui a été pris il y a quelques années avec, entre autres, le plan de conservation, ce qui englobe quand même beaucoup de terrains et des sommes d'argent quand même assez astronomiques. Bref, on fait le bilan de tout ça. Deux invités pour en parler. D'abord, Francine Van Wenden, qui est chef de la division environnement et développement durable à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné du conseiller municipal Robert Quentin. Bonsoir et bienvenue, président du comité de l'environnement. Évidemment, comme je l'ai dit, ça représente, oui, beaucoup d'argent, mais c'est aussi une somme de travail quand même assez importante. De quelle façon a-t-on mis en œuvre ce fameux plan de conservation où je pense qu'aujourd'hui, on a quoi? 90 des terrains qui ont été achetés? Oui. En fait, le plan de conservation en 2009, on avait ciblé 286 hectares qu'on voulait d'une part acquérir pour certains et pour d'autres réglementer. Donc, il y avait les deux options. Selon ce qui était disponible. En 2015, on a fait une consultation citoyenne de grande envergure et au final, il y a eu 100 hectares supplémentaires qui ont été ajoutés au plan de conservation. Donc, 386 hectares, donc à peu près la moitié qu'on ciblait pour acquisition parce qu'on n'avait pas d'outils réglementaires pour les protéger d'autres façons. Et donc, dans l'état d'avancement, donc 90 c'est le 90 des acquisitions. Donc, le volet acquisition qui est très avancé. Donc, c'est un règlement d'emprunt qui a été pris par la Ville et une taxation spéciale pour les citoyens de Saint-Jean pour cette contribution-là. Bon, M. Quentin, rappelez-nous un peu l'historique. Bon, vous êtes conseiller depuis 2005, donc vous étiez là dans toutes les étapes qui ont suivi. Puis en plus de ça, bon, on le sait, où il y a eu la fameuse consultation et même sur le dernier compte de taxes de l'autre année, vous avez même ventilé le montant sur le compte de taxes pour que les gens fassent bien la différenciation. Et les gens étaient sensiblement assez majoritairement favorables à payer plus pour protéger ces terrains-là. Puis même, il faut rappeler qu'il y avait eu l'épisode du Boisé-Douglas qui avait un peu allumé la mèche. Mais parlez-nous un peu de l'historique qui est derrière ce plan de conservation. C'est une décision politique, là. Oui. En fait, on remonte peut-être au début des années 2000, 2003, 2004. Je me souviens, en fait, moi, je suis arrivé au conseil en 2015, puis en 2005. Puis je me souviens d'un citoyen pour ne pas le nommer, un citoyen qui arrive avec une idée de protéger un couloir dans le boisé des Colibris. Moi, j'ai sauté là-dessus. On commençait, tout ça pour dire qu'on commençait à ce moment-là à parler de protection des boisés, puis toute la question environnementale. Mais on était encore dans une philosophie de développement. Parce que, oui, effectivement. Douglas, c'est un exemple, mais... Le changement a été fait dans ces années-là, 2003, 2004, 2005, pour en arriver justement à un premier plan de conservation en 2005, bien, en fait, qui a été adopté en 2009. Mais ça représente quand même des sommes d'argent importantes. Pour quelles raisons, vous et vos collègues du conseil municipal, et même le maire de l'époque, Gilles Dolbec, et le conseil suivant aujourd'hui, pourquoi c'était important pour vous d'aller aussi loin, probablement la pression des citoyens, vous allez me dire, mais d'aller aussi loin puis de dépenser quand même beaucoup d'argent pour arriver à ça? Bien, la mentalité a changé. Quand on regarde, il y a 15 ans, la question environnementale était plus ou moins importante. Et puis, au sein de la société en général, les gens, les citoyens, les membres du conseil, on a tous évolué dans ça. Puis, c'est un aspect qui devenait de plus en plus important. Puis, il fallait prendre... il fallait que les bottines suivent les babines. Il ne faut pas juste en parler, mais il faut arriver avec un plan d'action, puis c'est ce qu'on a fait. Et au final, ça représente combien d'argent? On a 2 règlements d'emprunt qui totalisent 47 millions. Et répartis sur combien d'années? Sur 15 ans. 20 ans, pardon. Sur 20 ans. Oui. Bon. Ce qui fait en sorte que les gens le voient passer là, sur leur compte de taxes, que cette somme-là, elle est dédiée pour acheter des terrains qu'on veut protéger. Dans le fond, la Ville achète des terrains parce que ces terrains-là, dans le fond, il n'y aura jamais de développement là-dessus. Là. C'est ça, dans le fond. Oui.
Oui, effectivement. Puis on a validé ça avec les citoyens. On a validé le plan de conservation avec les citoyens en 2015. Puis, comme Francine mentionnait, c'est là où on a rajouté des terrains. Puis les citoyens étaient prêts à contribuer, à investir pour ça. Dans le fond, le 90 de terrain qu'on a acheté jusqu'à présent, donc il en reste quoi, 10 à acheter? À peine. Ça va se faire, j'imagine, là, dans les prochaines années, parce que de toute façon, c'est prévu et budgété de toute manière. Oui. Mais ces terrains-là, ils ont été identifiés comment? De quelle façon ça s'est passé, tout ça, tout ce processus? C'est un processus qui a été fait avec le ministère de l'Environnement. Donc, il y avait une prémisse au départ dans l'approche du ministère de l'Environnement de dire, bien, oui, il y a peut-être des milieux humides, donc c'est vraiment l'enjeu de la protection de milieux humides. Il y a peut-être des milieux humides qu'on souhaite développer, mais il faut identifier en contrepartie des milieux humides qui sont à protéger. Donc, il y a eu un exercice de caractérisation de tout ce qui était boisé ou de tous les milieux humides sur le territoire de la zone blanche, donc la zone urbaine de Saint-Jean. Et de là, on a identifié ceux qui présentaient le plus grand intérêt au niveau écologique pour les protéger. Et là, une fois qu'on identifie les terrains, bon, là, s'opère, disons, une négociation de gré à gré avec les propriétaires de ces terrains-là. Oui. Là, il y a un jeu de négociation. Parfois, on peut être un peu plus serré, mais là, on se dit, ah là, la ville veut m'acheter, donc je vais attendre un peu. Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'expropriation ou pas vraiment? C'est quoi le contexte dans lequel vous devez négocier avec ces propriétaires? Bien, en fait, la négociation s'est faite sur... la prémisse était de le faire selon la juste valeur marchande. Donc, vraiment avec la valeur de ces propriétés-là. Et pour certains boisés qui représentaient une grande superficie, qui avaient beaucoup d'intérêt au niveau écologique, il y a eu une démarche qui a été jusqu'à l'expropriation, que finalement, il y a eu une entente... il y a eu une entente hors cours par la suite. Mais c'est des terrains qui n'étaient pas zonés développables, si on veut. C'était des terrains qui, pour la plupart, oui, étaient... En fait, l'objectif, c'était vraiment de les retirer du potentiel de développement. Parce que quelqu'un aurait pu l'acheter il y a quelques années en se disant, bien, peut-être qu'un jour, ça va être dézoné, puis je vais être capable de faire de quoi avec, là. Il va y avoir de la spéculation aussi. Oui, là. tout à fait. Sauf qu'à partir du moment où la ville dit, non, on ne dézonera pas, puis en plus de ça, on va vous l'acheter, pour être sûr qu'il n'y aura jamais rien là-dessus. Là. C'est ça. Il fallait assurer la pérennité des terrains. C'est pour ça qu'on n'avait pas d'autre alternative que de les acheter, si on veut. Bon. Tantôt, je donnais l'exemple Douglas, mais après ça, il y a eu évidemment l'exemple des colibris là, dans votre secteur, entre autres, parce qu'on construisait évidemment le gym qui est là aujourd'hui. Mais en même temps, ça s'est quand même beaucoup développé. On a parlé de la protection, entre autres, du boisé fortier. On a parlé d'un parc nature. Hein. C'est toujours un projet qui est dans l'air, ça. Oui, bien en fait, maintenant qu'on a fait l'acquisition, on commence à aménager ces parcs-là. On a commencé l'an dernier avec le parc des Parulines, parc naturel des Parulines, où c'est la prochaine étape. C'est d'investir pour aménager ces sites-là puis les rendre accessibles aux citoyens. OK. Donc ça s'en vient bientôt, là. Oui, effectivement, dans le plan de conservation de 2015, les élus avaient proposé 5 objectifs pour un peu bonifier l'environnement. En fait, le couvert boisé, surtout, c'est une préoccupation de couvert boisé. Donc, il y avait eu comme objectif de planter 50 000 arbres en 10 ans. L'objectif de reboiser jusqu'à atteindre 10 de la superficie, ce qui est un objectif à très longue haleine. Et il y avait aussi celui de créer des parcs naturels, donc des parcs nature sur le territoire. Et dans le secteur de l'Acadie, nous avons déjà commencé à structurer un espace là, pour aménager un parc naturel. Mais on va plus loin que le plan de conservation. Je veux dire, au cours des dernières années, il y a eu une volonté politique, puis il y a eu énormément de travail qui a été fait par le service d'urbanisme, Francine, son équipe, au niveau d'autres mesures pour favoriser ou améliorer l'environnement, comme des programmes de plantation d'arbres, des programmes pour l'économie d'eau, des couches jetables. Tu sais, c'est plus qu'un arbre, l'environnement. Est-ce que Saint-Jean-sur-Richelieu est aujourd'hui une ville plus verte qu'elle ne l'était il y a 10 ans? Ou si, dans le fond, on a cessé un peu peut-être pas l'hémorragie, mais disons la façon dont on développait auparavant, là, qui était un peu... On n'y pensait pas, on dézonait, puis on développait parce qu'il fallait développer. Dans le fond, il y a une conscience là, qui a changé. Je dirais qu'on a modifié l'optique. On n'est pas... on a encore beaucoup de chemin à faire, mais on est sur la bonne voie. Puis 2016 a été quand même une année charnière où on a vu plusieurs de ces programmes-là se concrétiser.
Alors, En on même temps, est en bonne la façon voie. de développer a changé. On fait juste Oui, tout à parler. fait. On dit aujourd'hui, ah, ben, il faut bâtir en hauteur, il faut densifier, on pense au transport. Donc tout le développement urbanistique en lien avec l'environnement et le développement durable, la perspective a complètement changé. Complètement là. différent. Et c'est clair que je pense que tout le monde est d'accord à dire que d'avoir accès à des milieux naturels, avoir de la verdure à proximité dans son quartier, dans son milieu de vie, c'est essentiel. Là. Ça l'ajoute beaucoup à la qualité de vie, à la qualité de la ville, au pouvoir d'attraction. Donc c'est un élément essentiel. Est-ce qu'il y a quand même encore aujourd'hui certaines zones qui restent à développer? Parce qu'on voit quand même, il y a des quartiers où il y a des constructions, puis bon, je présume qu'au fur et à mesure que les terrains vont finir par se remplir, mais un jour, on va peut-être atteindre un point de non-retour, c'est-à-dire que tout ce qui aura été développé aura été développé, là. Il reste quelques zones. Je pense dans mon quartier, par exemple, il y a des zones, il y a des plans qui ont Il y en a un peu dans Saint-Eugène, dans Saint-Athanas aussi. Exactement. Alors, il y a des... Il reste encore de l'endroit il y a des pour pochettes comme ça qui qui sont prévues pour le développement. Mais effectivement... Mais dans 10-20 ans, ça se peut que ça soit tout bâti. Tout à fait. Que, là, on va tomber dans une autre phase. Là. Tout à fait. Bon. Oui. Et vous l'avez dit tantôt, il y a la plantation d'arbres également. Là, j'ai vu que vous avez une plantation de 19 500 arbres. Vous avez une contribution importante aussi? Oui, là? effectivement, c'est quelque chose qu'on a annoncé il y a quelques semaines. On a eu une entente avec un organisme en environnement qui fait de la plantation d'arbres dans le cadre d'une compensation carbone. Donc, on va pouvoir planter 19 000 arbres sur 14 sur une quinzaine d'hectares sur le territoire de la ville pour cette compensation carbone-là. Et là, vous êtes en nomination aussi pour un gala? Effectivement. Il y a la conférence Americana, que ça s'appelle, qui a lieu présentement à Montréal, bien, au moment où on enregistre. Demain, ou le lendemain de l'enregistrement, on va justement au Palais des Congrès. On est en nomination pour le prix Distinction Diversité biologique par Réseau Environnement. Exactement. Et je présume que vous devez aussi, bien, comme fonctionnaire, vous comparer avec d'autres villes pour voir un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs. Tout le monde s'inspire un peu. Oui. Est-ce que finalement, vous avez l'impression qu'on tire bien notre épingle du jeu quand vous regardez un peu Absolument. la compétition? Oui, absolument. Effectivement, on est souvent invité à aller donner des conférences, de faire des présentations, et on en a une dans les prochains jours à Drummondville, aller rencontrer des gestionnaires en environnement, des gestionnaires de cours d'eau et tout ça pour leur présenter un peu notre stratégie qui est très particulière là, pour la mise en œuvre de notre plan de conservation là, qui va bon train. C'est ça, nos gens sont sollicités par différents organismes, différentes municipalités ou d'autres organismes reliés à l'environnement, mais on a cru bon de faire le bilan justement pour montrer aux gens ce qui se réalise. Francine Van Winden, Robert Quentin, merci beaucoup. Merci. Merci bien. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la campagne des porte-clés pour les amputés de guerre du Canada. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Vous connaissez certainement les amputés de guerre du Canada. Moi, oui, en tout cas, je reçois périodiquement des enveloppes pour toutes sortes de trucs. Évidemment, la campagne des porte-clés, également les petits autocollants qu'on peut mettre sur les enveloppes avec notre nom, notre adresse et tout ça. Et ça existe depuis, évidemment, plusieurs décennies au pays. Ça s'est beaucoup transformé. Et puis même nous, ici, à chaque année à l'émission, on reçoit de jeunes hommes, de jeunes femmes, parfois même des enfants, pour nous parler du programme des vainqueurs, parce que ce sont eux, aujourd'hui, eux et elles, les porte-étendards, les parrains aussi des amputés de guerre du Canada. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une jeune fille de 14 ans qui fréquente l'école Marcelin Champagnat à Iberville, Daphné Demers. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir.
Ça va bien? Bien, oui, merci. Vous? Oui. De quelle façon t'es-tu retrouvé dans le programme des vainqueurs des amputés de guerre du Canada? Bien, moi, je suis née avec une amputation congénitale à la main gauche, donc j'avais pas de main. Et dès ma naissance, à l'hôpital, ils ont proposé de joindre le programme des amputés de guerre. Donc, depuis ma naissance, en fait, je fais partie de ce programme-là, puis ils m'aident. Ouais. Ils t'aident de quelle façon? Bien, ça l'aide du soutien de plusieurs façons. Premièrement, il y a le soutien financier pour l'achat de prothèses de loisirs. Par exemple, j'ai eu une prothèse de gymnastique, de natation pour attraper des ballons qui a été fournie grâce aux amputés de guerre. Et aussi, ils donnent des conseils, quel genre de prothèse peut être fait, comment. Et aussi, il y a le soutien par les pairs. Ça aussi, ça peut être fait de plusieurs façons. Par exemple, il y a les séminaires régionaux où tous les amputés de guerre se regroupent et ils peuvent s'échanger des conseils, des techniques, comment leurs prothèses sont faites. Il y a des conférences, des ateliers. On apprend beaucoup lors de ces séminaires-là. Ouais. Aussi, il peut y avoir des présentations qui sont faites. Par exemple, quand je suis rentrée en maternelle, il y a une amputée plus vieille qui est venue avec moi puis qui a aidé à faire une présentation devant les classes de l'école pour un peu dire Daphné est normale, mais elle a juste, il manque une main. Ça m'a aidé, je pense, un peu à ma rentrée à l'école. C'est un peu des services comme ça qui offre le programme Les Vainqueurs. Bon, parce qu'en même temps, l'historique, tu es quand même assez jeune, 14 ans, mais ouais. Bon, l'historique, évidemment, des amputés de guerre du Canada, ça le dit. Évidemment, on était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et il y avait beaucoup d'amputations, évidemment, ouais. chez les soldats. Mais en même temps, cette organisation-là s'est transformée au fil du temps parce qu'il y a des gens qui subissent des amputations et pas nécessairement à cause de la guerre, ou dans ton cas, comme le tien, ouais. Évidemment, c'est à la naissance. Mais ultimement, ça sert quand même beaucoup de personnes comme toi à travers le pays. Là. Oui, oui. Effectivement. Il y a plein d'enfants que je connais, même à Saint-Jean, mais c'est des enfants partout au Québec, en Ontario, au Canada. Des enfants qui ont été, des fois, ils ont eu des accidents, fait qu'ils ont perdu un membre. Des enfants qui ont eu une maladie, qui ont perdu des membres de cette façon-là. Des enfants aussi comme moi qui sont nés avec une amputation. C'est vraiment quelque chose qui leur vient en aide beaucoup. Quelle est la différence, justement, entre quelqu'un qui va subir une amputation à l'âge de 5 ans, 20 ans ou 40 ans, peu importe, et d'un cas comme le tien, qui est un cas de naissance? Donc, toi, évidemment, tu n'as jamais connu autre chose. Bien, je pense que c'est ça, justement, la grande différence. Ouais. Moi, je peux savoir, tu sais, je me dis, je suis comme ça, je suis comme ça. J'ai pas l'impression de manquer beaucoup, mais les gens qui ont eu leur main, qui savent qu'est-ce que ça fait une deuxième main, qui savent, ça va donc bien mieux pour jouer au basket, ça va donc bien mieux, tu sais, c'est sûr que ça peut leur faire plus de peine, tandis que moi, je me dis, je suis comme ça, je suis comme ça. Tu sais, j'ai déjà mes trucs dès le début. Tu sais, j'ai pas à réapprendre, on dirait, une deuxième fois comment me servir de mes bras. Parce que ça a toujours été comme ça. Oui, je pense que oui. Bon, et tu sais qu'il y a même des gens qui, même un peu comme toi, à qui manque une main, et on gagne des médailles d'or aux Paralympiques. Je prends le cas d'Aurélie Rivard, qui est une jeune fille de la région, qui, elle aussi, est née sans une main et qui, pourtant, ça ne l'a pas du tout empêché de vivre, et au contraire. Et toi, tu parlais tantôt de loisirs. Quand tu es à l'école et qu'il y a des cours d'éducation physique ou qu'il y a différents sports, en quoi la prothèse ou une prothèse plus spécialisée vient-elle t'aider justement dans tes activités ou tes loisirs ou tes sports? Bien, ça vient m'aider souvent selon le sport un peu. Ça peut changer la physionomie pour ressembler plus à une main. Parce que, tu sais, je me suis jamais vraiment considérée comme vraiment handicapée dans les sports. J'ai toujours pu faire du sport pareil. Mais par exemple, une prothèse de gymnastique, pour faire des équilibres, j'avais plus de misère parce que j'étais plus débalancée vu que mes mains n'étaient pas égales. Fait que là, c'était comme juste un bâton qui venait appuyer pour m'aider. Okay. Une prothèse de ballon, c'était comme une plaquette. Puis je pouvais attraper les ballons comme ça, que je faisais comme si c'était une main. Puis j'attrapais les ballons plus facilement. Je pouvais dribbler avec aussi. Ça m'aidait beaucoup dans les différents sports. Ouais. Donc, il y a vraiment, quoi, il existe des prothèses pour quoi? À peu près tous les sports, pour des situations très particulières? Pour tous les loisirs qu'on désire faire, il y a une sorte de prothèse particulière. Aussi, tu peux en faire créer. Les amputés de guerre parrainent beaucoup pour ça avec un peu nos prothésistes. Admettons que moi, j'aimerais avoir une prothèse de golf puis que je connais personne qui en a vraiment eu puis que j'ai pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Bien, les prothésistes vont regarder les documents, qu'est-ce qui s'est déjà fait. Ils vont se baser un peu pour créer un nouveau modèle de prothèse adapté à nos besoins. Fait que pour n'importe quel loisir, ils peuvent trouver une sorte de prothèse adaptée. En même temps, j'imagine que les prothèses ont une durée de vie. Puis évidemment, dans un cas comme le tien, on est en croissance. Donc, évidemment, les bras allongent. Donc, il faut adapter, modifier. Donc, tu as dû, je présume, entre 0 et 14 ans, tu as dû avoir plusieurs prothèses? Oui, j'ai changé très souvent de prothèse. Celle-là, c'est ma plus récente. C'est une prothèse cosmétique. Mais je regarde mes bacs de prothèses, j'en ai qui sont longues comme ça. C'était mes petites prothèses de bébé. Au fur et à mesure que le moignon grandit, on doit adapter les prothèses. Aussi, on change d'intérêt. Fait que, il y a des nouveaux loisirs qu'on aimerait pratiquer. Les prothèses doivent s'adapter aussi. Là. Mais aussi, parfois, quand on parle à des gens qui doivent porter une prothèse, il y en a qui disent « Ah, une fois de temps en temps, on est-tu bien quand on ne l'a pas? » Est-ce que toi,
est-ce que tu vis ça ou toi, finalement, ça fait partie de ton environnement? Est-ce que même à la limite, quand tu ne l'as pas, tu te sens un peu vide ou je ne sais pas? Est-ce que tu préfères l'avoir ou ne pas l'avoir? Es-tu plus à l'aise même quand tu ne l'as pas? Moi, je préfère l'avoir quand je l'ai pas. En fait, c'est un petit peu bizarre à dire, mais il y a des gens qui la portent tellement souvent depuis qu'ils sont petits que leur prothèse, ils font tout avec, sont habitués. Ouais. Mais moi, je portais moins de prothèses quand j'étais plus jeune. Fait que j'ai plus la sensation de porter comme un bâton de bois. OK. Fait que je la porte pour l'esthétique. Puis, tu sais, mettons que je vais à des soirées ou pas des cocktails, mais que c'est plus chic. J'aimerais avoir un peu l'aspect cosmétique au patin aussi. Je la porte souvent. Bien là, j'aime ça avoir ma prothèse. Mais pour faire des affaires plus usuelles, comme tenir un crayon ou juste faire des activités au quotidien, j'aime mieux sans prothèse parce que veux pas, on a de la sensibilité. Les gens pensent que souvent, vu que c'est un moignon, on ne sent pas vraiment les choses, mais non, il y a beaucoup de sensibilité avec ça, puis c'est plus facile avec le toucher de ne pas avoir de prothèse, selon moi. Mais je pense que ça va avec Donc, le nombre de fois que tu ce que je comprends, c'est que tu l'apportes davantage, toi, pour des raisons esthétiques, mais que sinon, pour le reste, t'aimes mieux parfois ne pas en avoir. Oui, je dirais que je la porte moins souvent même. OK. Mais il existe aussi, et tu me corrigeras, mais il existe, là, dans certains cas, des prothèses un peu plus robotisées, où ça peut bouger, etc. Est-ce que toi, tu es ouverte à ça? Est-ce qu'il y a une utilité à avoir ce genre de prothèse-là éventuellement pour toi? Je pense que c'est utile, puis ça peut aider beaucoup les gens. Moi, ça m'intéresse moins parce que c'est sûr que les prothèses myoélectriques qui bougent, c'est plus lourd. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment ça bouger, qui est tout le temps en train de faire des sports, puis je trouve ça moins pratique, que ça soit plus lourd, puis que ça nous handicape un petit peu plus. Mais pour les gens, il y a des gens qui sont habitués avec ces prothèses-là, puis c'est sûr que ça leur offre un toucher de plus. Les prothèses hautes, fermes, ça leur procure vraiment des mouvements que je pourrais pas faire, mettons, avec une prothèse juste comme ça. Oui, c'est une bonne technologie. Bon. Et là, maintenant, d'être porte-parole dans le programme des vainqueurs, qu'est-ce que ça t'apporte? Bon, là, cette année, nous, on te voit, on peut te parler, t'entendre. Est-ce que tu as d'autres activités également qui sont prévues? Oui, je joue au soccer compétitif 2A avec l'équipe de Brossard. Et je fais aussi mon personnage artistique. Ouais. Et oui, je fais plusieurs sports. Ouais. Donc, plusieurs activités. Là. Ouais. Et dans le cadre du programme des vainqueurs, est-ce que tu es appelé également à d'autres types de représentations pour les amputés de guerre du Canada? Oui, j'ai fait dernièrement une présentation avec une jeune fille en première année pour présenter un peu son amputation comme j'avais eu quand j'étais plus jeune. Et on peut être appelé aussi à faire d'autres activités de ce genre-là. Ouais. Bon, évidemment, les amputés de guerre du Canada, c'est un organisme qui cherche à récolter des fonds pour aider, évidemment, des personnes comme toi. Puis je pense que tu l'exprimes bien. On peut comprendre les besoins puis probablement les coûts également qui sont rattachés à ces types de prothèses-là. Donc, évidemment, il y a la fameuse campagne des porte-clés, hein, la fameuse campagne des porte-clés. Qui n'a pas vu ça une fois dans sa vie? Puis je te le disais tantôt avant l'entrevue, mais je vais le répéter. Moi, je m'intriguais toujours à savoir, est-ce que ça marche vraiment? T'sais? Puis un jour, on a perdu les clés de l'auto de ma conjointe. Et un an plus tard, en ouvrant la boîte aux lettres, on a reçu le fameux trousseau de clés en question. Et là, on se dit, bon, bien, ça marche vraiment. Et là, ce qu'on disait, c'est que depuis 1946, les amputés de guerre du Canada ont rapporté 1,5 million de trousseaux de clés. C'est énorme. C'est des centaines de milliers par année au Canada. Oui, exactement. Et les plaques porte-clés, c'est un programme qui marche vraiment et qui est très apprécié des consommateurs. En fait, c'est une petite plaque qu'on peut accrocher sur nos clés d'auto, de maison, de chalet, exactement. Et il y a un petit numéro dessus qui permet de retrouver qui est le propriétaire de cette plaque porte-clés. Donc, admettons que vous perdez vos clés et que quelqu'un les retrouve et qu'il voit qu'il y a la plaque porte-clés des amputés de guerre dessus, ils peuvent soit appeler le numéro au dos de la plaque porte-clés sans frais, ou sinon, ils peuvent la mettre dans n'importe quelle boîte aux lettres au Canada et elle va vous être retournée immédiatement. Ouais, je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Même un an plus tard, j'imagine que les clés étaient perdues très, très loin, donc quelqu'un les a retrouvées quelques semaines plus tard. Mais donc, c'est un programme qui fonctionne bien, effectivement, à chaque année. Puis parfois, hein, c'est un don de 5, 10, 15, 20 $, 50 $, peu importe, évidemment, selon votre contribution, mais c'est intéressant de voir que cette organisation-là sert, évidemment, à des personnes comme toi. Oui, tout à fait. Bon, et toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Est-ce que tu le sais un peu? Moi, je ne sais pas encore. J'ai plusieurs intérêts, peut-être médecin ou sinon, j'aimerais être animatrice de télé aussi, mais je ne sais pas vraiment encore. J'ai trop d'intérêts pour dire qu'est-ce que j'aimerais faire vraiment. Et là, tu es en secondaire? Secondaire 3. Secondaire 3 à Marcellin-Champagnat. Oui. Et là, tu pratiques encore donc des sports? Oui, beaucoup. Hein? Donc, ça ne t'a jamais vraiment limité, là? Non. Toi, tu t'es jamais vraiment empêché de faire des trucs, là?
Non, jamais. Je me suis dit, nos limites, on se les met soi-même. Il ne faut pas que les gens nous imposent nos limites. On essaye les choses dans la vie, puis à date, ça m'a toujours réussi. C'est sûr, je m'en allais vers des sports non plus qui ne nécessitent pas vraiment les mains. Le passage artistique, le soccer, c'est un petit peu moins pire, mais non, j'ai jamais vraiment eu trop de limites à cause de mon amputation. Et grâce aux amputés de guerre et tous leurs conseils qu'ils m'ont donnés aussi, ça m'a aidé vraiment à progresser dans la vie malgré mon amputation. Bien, Daphné Demers, merci beaucoup. Félicitations. On te souhaite la meilleure des chances pour tes projets futurs et on invite les gens, évidemment, à être bien généreux à l'égard des différents programmes de sensibilisation des amputés de guerre du Canada, notamment le programme des porte-clés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Conférence de Jacques Lalanne le lundi 10 avril, c'est organisé par l'AQDR, l'Association québécoise de défense des droits des retraités du Haut-Richelieu, et on parlera bien sûr de la médiation citoyenne. Chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, c'est notre télébingo, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 $, et il y a 30 dépositaires dans la région que l'on diffuse, bien sûr, pour acheter vos livrets à 8,50 $. Entre-temps, si vous désirez revoir nos émissions, allez bien sûr sur tvhr9.com. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter. Et entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Et on se fixe rendez-vous demain. Bye-bye.